Donc le CTFL propose des outils pour la loi AGEC, Interfel propose des outils pour la loi AGEC, notamment, alors comme l'a dit Olivier, on a eu beaucoup d'échanges avec les ministères, donc on en a fait, on a eu d'un côté beaucoup de questions des opérateurs de la filière, qu'on a consigné dans un document de référence qui est une FAQ, sur lequel on a effectivement apporté notre interprétation, et quand on l'avait, la validation, en tout cas, le fait que la vision que l'on portait était celle qui était portée par l'administration, avec des éléments de référence. Donc là, ça permet de balayer un certain nombre de questions. Alors, on va certainement en revoir quelques-unes dans le fil de discussion. Je vois que sans pouvoir en prendre connaissance en détail, il y a pas mal de questions. Donc voilà, cet élément de référence, il est disponible à tous les cotisants de la filière. À partir du moment où vous êtes un opérateur de la filière, vous pouvez y avoir accès. Et puis en parallèle, on en a parlé, c'est pour savoir à partir de quel moment je suis considéré entre guillemets comme un produit de première gamme et demi et non plus comme un produit de première gamme, et bien ce décryptage énorme de commercialisation qui permet de se dire, ben voilà, la norme, elle dit ça, elle dit juste que le produit doit être entier et intact. À partir du moment où le produit est plus entier, c'est-à-dire que si je prends l'exemple, je crois que c'est du chou chinois, à partir du moment où on me dit que sur le chou chinois, le chou doit être entier, si je vois un demi-chou, ben, je suis plus concerné par la loi AGEC, donc je peux emballer dans du plastique. Voilà, ça c'est un deuxième document. Tout ça est consigné effectivement sur une page qui s'appelle FAQ sur la loi AGEC. Donc on essaie de tenir à jour régulièrement. Et également la création d'une adresse générique emballage fl@interfel.com sur lequel on essaye de compiler et de rediriger les questions éventuelles des opérateurs vers les bonnes ressources, que ce soit Interfel ou CTIFL, pour apporter des éléments de réponse. Donc ça, c'est là où on en est. Et demain, la loi AGEC, elle dit quoi alors? On avait présenté en ouverture de la présentation ce que l'on faisait, pardon, une étude qui posait le décor sur ce que souhaitaient, en tout cas, comment percevaient les consommateurs, comment les emballages étaient perçus par les consommateurs. Et puis, quand la loi est arrivée, on s'est dit, mais ça va être quoi l'impact sur un rayon de fruits et légumes? Donc, on a fait le test, c'était en novembre 2020, fin novembre, début décembre, dans un certain nombre de magasins où on les a fait travailler avec un rayon tel qu'il était avant la loi AGEC, un rayon tel qu'il allait être avec des exemptions temporaires, et puis un rayon tel qu'il pourrait être sans aucun emballage plastique. Donc on a fait acheter les consommateurs et on les a interrogés après, donc en situation d'achat. Mais les consommateurs qu'on a interrogés, hein, mais qui avaient acheté en magasin, disaient qu'en l'absence de plastique, ils se disaient prêts à passer au vrac. Et sur les deux produits, alors on met quand même un point d'attention, l'étude a été faite sur des produits qui étaient stockables, donc des produits qui étaient disponibles aussi à la saison à laquelle on l'a fait, c'est-à-dire la pomme et la tomate. Et donc sur les produits stockables et peu fragiles, et bien finalement on s'est aperçu que pour une fois le discours et les actes s'alignaient, parce qu'effectivement les gens se reportaient sur le vrac. Et que il y avait finalement au niveau du rayon, au niveau de ces produits, à partir du moment où tout le rayon passait sans plastique, mais il y avait finalement des reports qui étaient assez naturels. J'insiste là-dessus parce qu'effectivement, on a aussi eu des retours de tests d'entreprises qui nous ont dit, moi j'ai fait un test dans une enseigne et j'ai substitué mon produit en plastique par du carton et j'ai perdu 40% de vente. Oui, c'est vrai si les petits copains ils restent en plastique à côté. Quand on a arrêté de fumer dans les restaurants, tous les restaurateurs ont dit, moi je vais perdre toute ma clientèle. Et non, les gens n'ont pas perdu la clientèle parce que les gens sont continués à aller au restaurant et qu'il n'y avait plus un restaurant où on pouvait fumer. Donc c'est un peu dans ce contexte-là où il faut avoir quand même des éléments de langage qui peuvent être rassurants. Encore une fois, avec toute la prudence sur ces deux produits qu'on a étudiés, qui sont la pomme et la tomate, sur ces produits peu fragiles, effectivement, l'impact
le report se faisait assez naturellement sur le vrac. Donc, on s'apercevait que le fait de supprimer les emballages plastiques sur ces produits-là n'impactait pas les performances du rayon vrac dans son ensemble. Néanmoins, parce qu'on avait aussi mis en place, il y avait un certain nombre d'alternatives qui étaient déjà disponibles, notamment sur les pommes. Et là, les consos nous ont dit, par contre, le fait de voir et de sentir le produit, ben, nous c'est quand même quelque chose d'important. Donc, on réaffirme des choses qu'on avait vues avant, sur lesquelles on avait déjà eu des points d'attention avant la loi AGEC. Chez ceux qui n'ont pas acheté, qui n'achetaient pas de produits emballés, ben, la principale raison, c'était le prix élevé. Alors, vous voyez, c'est quand même assez antinomique avec ce qu'on a vu avant. Il y en a qui disaient, ceux qui achètent, ils achètent parce qu'ils disent que c'est bon marché, et ceux qui n'achètent pas, ils achètent n'achètent pas parce qu'ils disent que le prix est élevé. Donc, c'est assez antinomique. Et par contre, il y a une vraie attention parce qu'on s'est aperçu que dans les raisons d'achat et dans la façon dont fonctionnait le consommateur, et là encore une fois, on a pris des consommateurs qui étaient en magasin, qui avaient fait leur acte d'achat. On va dire que peut-être que le discours a un peu plus de sens. Et ben, finalement, ils avaient en tête un prix à ne pas dépasser et qu'ils n'étaient, même s'ils étaient plutôt d'accord pour moins d'emballage, etc., ils ne voulaient pas en payer un surcoût important pour des alternatives plastiques. Un point d'attention aussi, c'est que la suppression des emballages a fortement diminué la perception de segmentation de l'offre. C'est-à-dire que quand on les a interrogés sur cet item, encore une fois, c'est de la mise en perspective entre les gens qui avaient un rayon, tel qu'il était avant la loi AGEC et ceux qui avaient un rayon en post-loi AGEC. Et ben quand on leur demandait est-ce que vous avez vu qu'il y avait du label rouge, de l'IGP et du bio, ben forcément la perception de segmentation avait diminué. Donc ça, c'était un vrai point d'attention qu'on avait remonté. Et puis, ben voilà, on retombe sur la même chose. Ben, praticité, qualité, protection, sécurité alimentaire, tout ça, ce sont des items qui sont venus, y compris en situation en magasin. Donc nous, on travaille avec toute cette matière également sur un projet. Donc on a vu qu'il y avait sur le volet législatif le fait de décrypter la loi et d'avancer. Et puis il y a le next step demain. En parallèle, Interfel, les professionnels de la filière ont souhaité mener un projet en collectif qui s'appelle Interfel pour un futur emballant, qui doit nous permettre de mener des travaux d'investigation, d'identifier, de caractériser, de porter à la connaissance des opérateurs de la filière des alternatives, qu'elles soient aujourd'hui matures ou qu'elles soient en cours de développement aux emballages existants. L'idée étant de mettre au pot commun, parce qu'on sait que des fois, tout ce travail d'investigation et de recherche, il est long, il est coûteux et compliqué. Et c'est effectivement de cette phase de sourcing, on va dire un peu, de la mettre au pot commun de l'ensemble des opérateurs de la filière. Donc c'est des travaux qui sont pilotés par Interfel. Donc Interfel effectivement la demande avait été mise notamment au sein du GT logistique et emballage et avec l'appui technique du CTIFL, comme on a dit en préambule, le CTIFL est là pour nous accompagner sur tout le volet technique, qui est réalisé par un cabinet RICET qui est spécialiste de ces questions-là et sur lequel on a obtenu un soutien financier de l'ADEME qui a validé en tout cas l'intérêt du projet et qui a bien compris que c'est pas que la filière ne voulait pas avancer sur les questions des emballages, c'est qu'on avait besoin d'un peu de temps et d'un peu de moyens pour avancer sur ces questions. Donc en termes de calendrier, on a lancé le projet en fin d'année 2021. 2022 devrait voir apparaître un premier lot qui est l'identification des solutions qui sont déjà matures et qui se fera via une plateforme de restitution. Alors, pour être totalement transparent avec vous, on est en refonte de notre site internet, donc on va faire coïncider l'apparition de cette plateforme avec l'apparition du site internet. Normalement, c'est prévu fin mai, début juin 2022. Néanmoins, tout le travail d'identification est en cours et on essaiera de communiquer déjà une partie de la matière en dehors du site internet. Donc, probablement peut-être via la page FAQ que l'on a actuellement. Et puis après, on se positionne sur d'autres échéances, 2022-2023, avec des identifications de solutions qui peuvent être moins matures pour des produits
qui bénéficient d'un peu plus de temps, et 2024 se positionner sur finalement ce que pourraient être les alternatives à l'horizon 2040, c'est-à-dire en suppression des plastiques à usage unique sur l'ensemble des produits, notamment sur des produits comme la fraîche découpe, par exemple. On a parlé de l'ADEME, donc je ferai juste un point rapidement pour dire que l'ADEME, sur ces solutions, peut accompagner les entreprises. Il y a un guichet il y a des guichets qui sont disponibles pour mener 3 types de travaux, soit des études en faisabilité préalable, donc des diagnostics et études préalables. Si vous avez fait ces études, passez à l'expérimentation, voir si effectivement sur ce qui a été identifié, c'est faisable ou pas, et le projet est viable. Et puis le troisième niveau, c'est la réalisation des investissements, donc de l'accompagnement sur les investissements. Je vous ai remis le dispositif du dispositif, pardon, et les modalités d'accès pour le dépôt de dossier. Avec ce point de vigilance et qu'on a remonté à l'ADEME, c'est que l'ADEME, pour beaucoup de ces projets, demande à ce que les alternatives au plastique, en tout cas les alternatives regardées et déployées, notamment sur le déploiement, sur la réalisation, disposent de filières de recyclage. Et là, on a vu que pour le coup, on n'avait pas grand-chose qui pouvait rentrer dans les cases de l'ADEME. Néanmoins, voilà, ils sont assez ouverts à la discussion, donc n'hésitez pas aussi en amont à présenter vos projets aux délégations régionales. Et j'en ai fini pour ma partie, donc je ne sais pas si vous souhaitez, Brigitte, que l'on fasse les questions d'abord avant l'intervention. On avait dit Monsieur Souris nous présenter peut-être Oui, son on a projet. peut-être, déjà je vous remercie vivement de cette intervention complète et d'avoir pris le relais de Valérie Mérandé qui malheureusement donc ne pouvait pas être avec nous. Il y a quelques petites questions de compréhension avant d'ouvrir les questions plus larges et peut-être avant de donner la parole à Monsieur Souris. Il y avait une question qui concernait les fruits qui étaient concernés par la loi, notamment une question concernant l'ail. Donc, il a été confirmé que l'ail était concerné par cette échéance au 1er janvier 2022. Et une question concernant les produits qui, de par leur cahier des charges, étaient récoltés à maturité. C'est souvent le cas des cahiers des charges des produits label rouge, mais qui pour autant ne mettaient pas la mention produits mûrs ou produits mûrs à point sur les emballages. Est-ce qu'ils étaient concernés par la dérogation pour les fruits de cette catégorie-là, les fruits et légumes? Alors, sur les produits mûrs à point, la FAQ, elle dit clairement que l'emballage doit en faire état. Donc, il faut bien. Ça ne suffit pas que le cahier des charges mentionne une récolte. Non, il faut que ce soit effectivement un argument, alors, pas que marketing, puisque derrière, effectivement, on travaille sur une définition de ce qu'est un produit mûr à point, notamment avec des taux de fermeté par produit. Il y avait une définition qui avait fait globalement consensus. On est en train de travailler aussi sur des études avec le CTIFL sur des vieillissements de produits pour pouvoir aussi couvrir le maximum de points. Mais effectivement, il faut que ce soit un argument et donc une allégation. Et qui dit allégation, c'est-à-dire aussi parce qu'on a des filières qui nous ont interrogés en disant nous, tous nos produits sont mûrs à point. À ce moment-là, on n'est plus sur une allégation, parce que l'allégation, le principe d'une allégation, c'est en tout cas dans la logique du législateur, c'est que ce qui est allégué doit permettre d'identifier une caractéristique qui est mieux-disante à l'ensemble du marché de référence. C'est-à-dire que quand je vois un yaourt, 0% de matière grasse, 0% de matière grasse, ça veut bien dire que l'ensemble du marché a de la matière grasse et que c'est un plus par rapport au marché. Donc à partir du moment où c'est une allégation qui est un peu factice, qui s'applique à tous les produits, on n'est plus dans l'allégation. D'accord. Voilà. Et juste une dernière petite question de compréhension aussi. La question a été reposée de savoir si la loi AGEC s'appliquait aux fruits et légumes d'importation. Alors, oui et non. Pour l'article 77, effectivement, c'est le distributeur qui, si lui demain importe
un paquet de 4 citrons qui font moins d'1,5 kg dans un sachet en plastique et le propose à son client tel que, pourra être passible de sanctions. C'est bien le distributeur, hein. On a eu ces discours et on a eu ces remarques qui nous ont dit mais finalement le distributeur il peut continuer à avoir du plastique et puis il suffit juste qu'il l'enlève quand il le présente au consommateur. Bon, c'est qu'une filière, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Il y a des échanges commerciaux et qu'une obligation légale qui peut s'appliquer à une filière de l'aval. En général, elle est partagée avec les gens de l'amont pour essayer de trouver une solution qui permette d'arriver à un consensus. Donc, bien évidemment, ce sera concerné aussi pour les produits d'importation. Il n'est pas fait état. Sur l'article 80, comme on disait, c'est un peu différent parce que c'est le fait d'apposer qui est ciblé. Et là, voilà, encore une fois, le législateur ne peut pas imposer à un fournisseur de pomelos de Floride de ne pas mettre de stickers sur ses produits. Surtout qu'on sait que dans les logiques d'importation, ce qui rentre sur le territoire français n'est pas totalement destiné au territoire français. On a aussi des produits qui rentrent sur le territoire pour être réexportés vers d'autres pays de l'Union européenne et que de fait ça va devenir trop compliqué. Donc voilà, sur le sticker, c'est pour le coup l'opérateur qui va apposer, qui est quand même plus directement ciblé. Maintenant, si la constatation est faite en magasin, je ne sais pas comment ça va remonter. De toute façon, il y a une remontée de la chaîne de responsabilité qui sera faite comme c'est fait très classiquement sur les produits alimentaires. Merci pour cette réponse et peut-être avant de céder la parole à monsieur Souris, je vois que monsieur Decarnet a aussi levé la main, mais il y avait une question de compréhension aussi concernant les lots de fruits, enfin de légumes. Vous aviez fait allusion aux barquettes de pot-au-feu. Oui. Est-ce que la présence de la carotte dans cette barquette fait que l'ensemble du lot est soumis à l'article 77 avec la suppression du plastique dès le 30 juin? Au 1er janvier 2022. Non D'accord. pas à la date de la carotte ou la date de... Il y a un produit qui est concerné, qui rentre dans le périmètre de la loi et qui est concerné directement, avec soit au 1er janvier, soit un peu plus longtemps, soit un peu plus loin après. Mais le mélange est au 1er janvier 2022. D'accord. Donc typiquement, le mélange pot-au-feu, bon, pommes de terre, on n'en parle pas parce que c'est pas chez nous, mais en tout cas, carottes et poireaux, mais le fait qu'il y ait une carotte, c'est 1er janvier 2022. Même si c'était une petite carotte, ou etc., qui, elle, bénéficiait d'exemption temporaire. Très bien. Monsieur Decarnet, vous voulez rajouter quelque chose avant que je cède la parole à monsieur Souris? Et nous reprendrons toutes les questions à la fin de l'intervention de monsieur Souris et nous ouvrirons le débat avec tout le monde. Monsieur Decarnet, vous vouliez Oui. rajouter quelque chose? Oui, juste deux choses. La première chose, c'est qu'on a un certain nombre de représentants d'ODG, donc avec l'approche SICO, il faut savoir qu'Interfel avait porté, en plus des demandes d'exemption temporaire par produit, une demande d'exemption à 2025 pour tous les produits fruits et légumes sous SICO. Alors, c'était même élargi au-delà des SICO. On avait mis une formule SICO ou autre démarche de certification, segmentation, type ZRP ou autre, arguant du fait qu'on avait besoin d'un emballage pour la traçabilité, que là, on a cité le piment doux avec les cahiers des charges. Un certain nombre de cahiers des charges demandent effectivement de garantir l'intégrité du produit. Donc, ça avait été porté, malheureusement, ça n'a pas été retenu parce que l'administration en est restée au terme de la loi qui parlait de l'approche fragilité des produits et qui n'acceptait pas qu'on entre par d'autres critères. Donc, c'est uniquement l'approche par produit qui a été maintenue. Voilà, donc c'était pour le rappeler, mais malheureusement, on n'a pas de... Le fait d'être sous SICO ne change rien, c'est vraiment la typologie, la nature du produit qui détermine. Oui. Sur le recyclable, j'insiste, nous, par rapport aux aides de l'ADEME, on a toujours mis en évidence la double peine, à la fois que le plastique recyclable n'est pas éligible pour les fruits et légumes, qui sera interdit de plastique, parce que lorsqu'un produit est interdit de plastique, c'est tout plastique, qu'il soit biosourcé, recyclable ou pas. Ça, on a toujours dit que c'était contradictoire par rapport au décret 3R qu'a présenté Olivier, donc malheureusement, c'est un fait. Et donc, après nous demander
pour pouvoir bénéficier de cofinancement, de soutien financier de l'ADEME, que les solutions soient recyclables, on trouve ça un petit peu limite. Parce que voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. On nous interdit cette option, mais par contre, lorsqu'on veut avoir des cofinancements, il faut que ce soit recyclable. C'est pour ça qu'on pousse aussi beaucoup. Dans le cadre des fonds qu'on a eu de l'ADEME sur le projet Reset Interfel, on a réussi quand même à leur démontrer qu'il fallait qu'ils puissent regarder toutes les solutions, y compris celles qui n'avaient pas de filière de recyclage, pour ne pas se fermer les portes. Donc, ça a été un peu un bras de fer là-dessus. Voilà pour ces éléments. Je crois que maintenant, on va laisser la parole. Je cède donc la parole à Monsieur Souris, qui va témoigner effectivement des efforts que l'IMDOR a déjà fait pour commercialiser les pommes et respecter les tenants de la loi. Et après, nous prendrons l'exhaustivité des questions et nous ouvrirons le débat avec tout le monde. Monsieur Souris, c'est à vous. On vous écoute. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc l'IMDOR, coopérative de pommes dans le Limousin, nous stockons et conditionnons sur le site de Saint-Thierry-la-Perche à peu près 20 000 tonnes de pommes. Nous avons été rejoints par la coopérative Coplim qui, elle, est basée en Corrèze et qui conditionne à peu près 25 000 tonnes de pommes. Et nous travaillons depuis août 2021 avec la société Castan, avec qui nous avons monté une société commerciale. Nous commercialisons ensemble. Donc Castan qui aussi fait 25-27 000 tonnes de pommes à Bergerac, donc dans le Périgord. Donc voilà, l'IMDOR et Coplim, donc essentiellement basé sur la pomme du Limousin, bénéficie d'une AOP. Voilà, je ne sais pas si c'est à l'envers, à l'endroit. Donc le signe, on va reparler du sticker. On voit bien le sticker. On le voit, voilà. Il est petit, mais bon. Voilà, donc on va y revenir tout à l'heure. Donc ça a été donné l'importance qu'on puisse continuer à communiquer auprès du consommateur un fruit qui bénéficie d'un signe de qualité, un signe de forte qualité qui est l'AOP. Voilà. Donc l'IMDOR, voilà, c'était ça. Hein, c'était le sac plastique qu'on connaît tous. C'était ça. Voilà, j'en ai fait faire quelques échantillons. Très visible pour le consommateur, effectivement. Du plastique, hein, avec une étiquette plastique. Voilà, donc l'IMDOR, on avait rencontré le député Graziella Melchior, et on avait beaucoup travaillé en collaboration, en échangeant. Et depuis donc avril 2020, nous avons commencé à investir dans des prototypes. On a fait avec de barquettes. Hein, ça n'a pas été simple. Et voilà. Donc, on a aujourd'hui, depuis avril 2020, voilà le produit que nous avons mis en place. Donc, tout est en carton. Il n'y a plus de plastique. L'étiquette, elle aussi, est en papier. Et la colle est alimentaire. Alors, effectivement, ça a été soulevé tout à l'heure, on a beaucoup eu de problèmes avec la colle, mais bon, aujourd'hui, c'est résolu. Au niveau des investissements, c'est quand même pour faire des lignes d'emballage comme ceci, c'était avec d'autres, c'était sur des lignes qui coûtaient plus de 200 000 euros d'investissement. Aujourd'hui, c'est sous hangar. Voilà. Personne nous a. C'était du matériel qui n'était pas fini d'amortir. Donc, c'est tout simplement le producteur qui paye. Et donc, on a créé des lignes de conditionnement avec des barquettes à rabat. Voilà. En fin de compte, ça passe comme ceci. Et c'est l'étiquette. Quand on colle l'étiquette, c'est l'étiquette qui fait globalité de la barquette. Donc, ces lignes coûtent en investissement à peu près entre 50 et 100 000 euros d'investissement. Et voilà. Aujourd'hui, une coopérative comme l'IMDOR, c'est à peu près 30% de préemballé. Donc, le pourcentage de préemballé augmente. L'IMDOR, c'est aussi du bio. Hein, nous avons une surface assez de 15% en pommes bio. Donc, tout est en préemballé pour l'instant. Voilà, donc effectivement, ça fait un chamboulement, ça fait de l'investissement.
il a fallu répondre présent et voilà. Si on fait le bilan aujourd'hui, nous avions peur que le consommateur, effectivement, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, c'était très intéressant tout à l'heure, et nous avions peur et on a travaillé avec des chaînes de grande distribution pour voir l'impact. Si derrière le consommateur voyait moins le fruit que sous plastique, non. Il n'y a pas eu de baisse de consommation et de baisse d'achat au niveau de quand on est passé au 100% carton. Voilà, donc ça c'était déjà un bon point. Par contre, passer à 100% carton, l'augmentation au niveau du coût par rapport au plastique est de 35%. Ramener au kilo de pommes, c'est 5 centimes du kilo. C'est-à-dire emballer une pomme en 100% carton et l'emballer avec du plastique, c'est 5 centimes au kilo. Le coût est supplémentaire de 5 centimes au kilo. Voilà. Que bien sûr, on ne peut pas impacter, enfin on ne peut pas... du jour au lendemain, on n'a pas mis ces 5 centimes au client, donc ça a été une charge en plus pour le producteur. Voilà. Ensuite, c'est greffé, toujours avec notre député Marzial Melchior, essentiellement l'article 77, le sticker. Alors le sticker, voilà le sticker que l'on pose encore. Hein, alors celui-ci n'est pas home compostable. Et voilà un sticker donc, qui est 100% home compostable où nous avons des difficultés de le faire coller. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de colle. On le colle comme il faut et dès que la pomme passe un peu dans le frigo avant de partir ou quand elle arrive dans le magasin, la colle se décolle. Nous n'avons pas de colle techniquement au point, mais je crois que, je ne sais pas si ça a été dit ou je ne l'ai pas entendu, mais il y a une dérogation quand même sur la colle, il y a une dérogation sur la colle. Voilà. Voilà notre expérience au niveau de Lindor. Oui, on était en avance. On a débuté avec les 3 grandes chaînes de distribution. Bon, Lindor a eu le trophée LSA à Paris, justement pour avoir mis au point cette barquette en premier. Et voilà. De l'investissement et un coût supplémentaire. Hein, à l'heure actuelle, c'est pas le bienvenu au niveau du coût, parce que bien sûr le carton augmente, le transport augmente, etc. Vous le savez. Voilà. Ce que je déplore, c'est quand même c'est assez franco-français. Donc ça a été dit 2 ou 3 fois, mais ce stickage, moi je comprends la ménagère quand elle va composter les épluchures des fruits et légumes, mais alors ceux de France vont bien se composter et puis ceux qui viennent de l'étranger vont pas le faire. Donc il faut vraiment essayer de faire un effort pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Voilà. Merci, Monsieur Souris, pour votre témoignage. Effectivement, on comprend que les efforts ont été conséquents à tout point de vue, ne serait-ce que sur le plan financier, mais vous avez réussi à relever le défi de la réglementation dans les temps. Il y a une question qui vous est attitrée. On vous pose la question de savoir s'il est possible de connaître votre fournisseur d'étiquettes papier qui referme les barquettes. Oui, c'est Ghostic. C'est Ghostic. Voilà. Ghostic. Voilà. On le mettra peut-être dans le fil de la conversation. C'est lui d'ailleurs qui nous a aussi fait la découpe, qui nous a aidé à faire la découpe pour que le fruit puisse se voir, que la barquette aussi puisse tenir, que l'étiquette soit... Ça n'a pas été facile au début. Voilà. Et les cartonniers sont locaux. Je sais qu'il y a des cartonniers en Corrèze. Est-ce que vous avez travaillé avec... Oui, il y a des cartonniers en Corrèze et sur dans toute la France aujourd'hui. Maintenant, ça y est, tout le monde est au point là-dessus. Voilà. Et je crois que même au niveau du consommateur, c'est ça qu'il a. Avant, le fruit était beaucoup plus caché. Et on a fait des découpes qui permettent qu'il y ait un bon maintien quand même de la barquette et que le fruit puisse se voir. C'est un bon compromis. Oui, parce qu'effectivement, on a vu qu'au travers des enquêtes, que la visibilité du produit restait un critère important. Là, on voit vraiment... Oui. À la fois pour le choix, pour le consommateur, et puis peut-être aussi pour ceux qui réceptionnent les produits pour détecter éventuellement des défauts et la qualité et la conservation du produit.
C'est vrai. Nous vous remercions, Monsieur Souris, de votre témoignage. Ce que je vous propose, c'est de reprendre les questions qui sont dans le fil de la discussion pour celles qui n'ont pas été traitées. Puis, bien évidemment, vous pouvez en poser d'autres. Alors, je remonte le fil de la discussion avec vous. Je vais reprendre les questions auxquelles il n'aurait pas été apporté une réponse. Donc, on a parlé des fruits concernés et des délais. Il y avait une question concernant, alors je la lis, au vu de la situation actuelle, l'explosion au coût de l'énergie intrant production papier-carton et les difficultés d'approvisionnement, machines et les coûts d'investissement associés, Interfel prévoit-elle encore d'œuvrer pour obtenir un moratoire sur la mise en œuvre de l'échéancier? Alors, il y a plusieurs choses sur ces questions. La question du coût de l'emballage, effectivement, ça remonte et ça remonte de façon d'autant plus importante aujourd'hui. Alors, coût d'emballage et coût de transport, ils sont aujourd'hui les deux choses sur lesquelles on est régulièrement interrogé. Il faut savoir que dans le cadre de la loi Egalim 1, les interpros avaient été visés pour fournir un certain nombre d'indicateurs sur les coûts de production. Extrêmement compliqué sur une filière des fruits et légumes où vous avez à peu près plus d'une centaine d'espèces différentes avec des parcours de production qui peuvent être différents aussi pour chacune des espèces. Donc nous, le parti pris qu'on avait, c'était effectivement de construire des indicateurs un peu référents sur l'impact de l'évolution des différents facteurs, des coûts des différents facteurs de production sur un produit moyen. Donc ça, ce sont des choses qu'on publie tous les mois, depuis maintenant 3 ans de mémoire. Néanmoins, ce sont des indicateurs sur les coûts de production. Et nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérateurs. On ne vous entend pas très bien, Olivier. Pardon. Je disais que un certain nombre d'opérateurs nous ont dit très bien sur les coûts de production, sauf que l'emballage, c'est pas le producteur, l'emballage, c'est l'expéditeur. Et le transport, c'est pas forcément le producteur. Le transport, c'est les manuels logistiques derrière. Donc, on a un besoin d'avoir des informations sur les coûts des emballages. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de notre suivi de marché. Donc le suivi de marché, ce sont des réunions, GT suivi de marché, ce sont des réunions qui ont lieu l'été toutes les semaines et puis sur les périodes d'automne-hiver toutes les 2 à 3 semaines, qui permettent d'échanger sur la situation des marchés, donc en termes d'offres et de demandes, et sur lesquels on a mis, dans le cadre duquel on a mis en place un tableau de bord qui reprend un certain nombre d'éléments, donc en lien avec la consommation, etc., mais également avec des indicateurs sur le coût des emballages et sur le coût des transports. Donc ça, c'est un point qu'on travaille. Peut-être pour revenir sur ce qu'a dit M. Souris, sur la capacité, les 5 centimes, c'est effectivement ce type d'ordre de grandeur qu'on avait eu quand on avait interrogé les consommateurs en situation d'achat sur leur propension à payer plus cher sur les alternatives du plastique. Parce qu'on avait présenté un certain nombre d'alternatives en carton, on leur avait dit, ça va vous coûter 5 centimes plus cher au kilo. Et c'est là qu'ils nous avaient dit, ah ouais, d'accord, mais moi je paye pas. Donc vous vous débrouillez, moi je veux bien du carton, mais au même prix que le plastique. Donc, voilà, donc on avait en tête ces ordres de grandeur. Et sur le fait d'œuvrer sur un moratoire, je pense que les deux va peut-être rajouter un mot là-dessus, mais on a encore des actions en juridique. Il y a un courrier Oui, on a. qui avait été fait. Effectivement, on a encore, nous, des actions sur le volet juridique pour essayer de faire annuler, peut-être pas, mais en tout cas faire suspendre provisoirement l'application de la loi. Parce que ce qu'on demande, encore une fois, c'est du temps. C'est du temps et des moyens. Olivier, je te laisse peut-être compléter sur ce Oui, point-là. moratoire, coût de production. Je pense qu'Olivier a dit beaucoup de choses. On n'arrête pas. Le sujet n'est pas clos pour nous et on échange régulièrement. Malheureusement, on pense que les voies de sortie maintenant sont minces, parce que l'essentiel des textes est paru et qu'il y a une pression politique et de communication très forte sur ce dossier. Je pense qu'on a épuisé beaucoup de choses. Alors, il reste la voie juridique. On a des recours en cours sur les 2 articles. Notamment, alors c'est pas tant de remettre en cause l'arbitrage du choix de telle échéance pour tel produit, mais c'est vraiment c'est une question de principe, je dirais, se battre sur les principes et notamment l'inéligibilité du recyclage du plastique recyclable pour les fruits et légumes et la distorsion de concurrence au niveau européen. Donc ça, on a des recours et on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. On les attend d'ici quelques jours ou quelques semaines.
On a rediscuté au niveau du salon de l'agriculture. On a encore des courriers qui doivent partir rencontrer le président du Sénat, Gérard Larcher. Donc, on doit agir aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, on n'arrête pas les actions. C'est pas temps d'arrêter la dynamique complètement parce qu'on est très clair dans nos discours. La filière s'est engagée, s'engage à réduire avec une suppression à terme du plastique. Donc, c'est juste une question de modalité et de temps, y compris sur l'article 80, on est vraiment, c'est vraiment compliqué. Olivier, peut-être pour compléter sur ce que Madame Puebla a mis en disant principe d'égalité entre les opérateurs français et étrangers, oui, c'est effectivement un des arguments qu'on a mis en avant dès le début de nos échanges et notamment sur le volet législatif. On a même mis en avant le principe d'égalité entre les fruits et légumes et d'autres produits alimentaires. On sait aujourd'hui qu'on a un vrai enjeu de santé publique à augmenter la consommation des fruits et légumes frais, qu'on est très loin des recommandations des 400 grammes de fruits et légumes par jour. Et plus ça va, plus on nous met des bâtons dans les roues pour cette consommation. Alors, bâtons dans les roues à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que l'emballage répond pour un certain nombre de consommateurs à de l'accessibilité en termes de praticité, on l'a vu, de l'accessibilité en termes de prix, de l'accessibilité en termes de circuit, parce qu'aujourd'hui, plus d'emballage sur des circuits drive ou sur des circuits de livraison à domicile, c'est extrêmement compliqué. Et à côté de ça, on nous dit il faut manger plus de fruits et légumes. Donc, tout ça, effectivement, il y a aussi le principe d'égalité entre ce qui se fait chez nous et ce qui se fait ailleurs, mais aussi, même si tout le monde doit aller à 2040 sur la suppression des plastiques, ce serait bien que on donne plutôt un coup de main pour la consommation des fruits et légumes frais que pour certains produits ultra transformés. J'en profite peut-être, j'enchaîne sur la question de Madame Donzo sur les dérogations stickers et les clients. Oui, j'allais en parler, oui. Allez-y. Oui. Alors, deux choses. Moi, j'ai parlé tout à l'heure d'une dérogation qui est, bon, je pense qu'on a pesé les mots, relativement officieuse, qui consisterait pas à avoir un vrai écoulement des stocks, mais de tolérer une absence de contrôle et de sanction des pouvoirs de l'administration au premier semestre 2022 pour les stickers. Actuellement, c'est ce qu'on a d'une manière orale, on n'a pas d'écrit. Après, il reste la question des clients. On peut comprendre, et on a des échanges, on a la chance d'avoir au sein d'Interfel tous les clients, notamment la grande distribution. Donc, on a eu des débats encore ces derniers jours pour demander effectivement une certaine tolérance, qu'ils appliquent cette tolérance, même si certains rétorquent que juridiquement, l'absence d'écrit les fragilise pour demander ça. Donc, un des arguments qu'on avance, c'est que contrairement à l'article 77, où c'est vraiment le distributeur qui est directement, je dirais, redevable de ne pas présenter d'emballage plastique consommateur, l'article 80, c'est la position. Donc, c'est plutôt au niveau de son fournisseur que ça se passe. Donc, on leur a fait passer le message. Il y a peut-être des représentants de la grande distribution là aujourd'hui, mais je pense que le message est passé, mais on est quand même un petit peu écartelé avec cette obligation juridique et cette absence d'écrit qui formalise cette tolérance. Et après, cette tolérance, elle n'est que de 6 mois. Nous, on a aussi écrit pour demander à ce qu'elle court tout au long de l'année 2022 pour les stickers, mais pour l'instant, on n'a pas eu de réponse positive en ce sens. Alors, on demande aussi s'il y a la possibilité d'accéder à une liste d'industriels qui fabriquent des emballages compatibles avec la loi pour remplacer les barquettes et les films plastiques. Peut-être que ça pourrait être mis à disposition dans un second temps. C'est un peu ce qu'a dit Olivier tout à l'heure sur notre projet Reset. C'est-à-dire que l'objet de notre projet cofinancé par l'ADEME, c'est bien d'arriver à une plateforme web où pourraient être téléchargées des fiches solutions. Oui. Alors, ce n'est pas vraiment des fiches entreprises, c'est parce qu'une entreprise peut proposer 3-4 solutions, mais c'est vraiment des fiches solutions qui concrètement présentent une solution alternative au plastique adaptée à des ou un ou des produits ou même des références produits. Parce qu'une solution peut être adaptée en barquette tomate cerise 250 grammes et pas pour d'autres références. Donc, on va travailler assez finement. Donc, le pas de temps là-dessus, ça va être au fil de l'eau parce le projet dure 3 ans. Mais l'idée, comme disait Olivier tout à l'heure, c'est de pouvoir
mettre en œuvre ces plateformes dès le mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, ou juin, avec notre nouveau site internet, et peut-être même avant, de pouvoir transmettre des éléments, ces fiches, avant même la mise en œuvre de la plateforme, d'ici quelques semaines. Voilà, ce sera les premiers. Pour être totalement transparent avec vous, on a les premiers retours, en tout cas le premier benchmark, le premier tour des solutions disponibles qui nous est présenté par le cabinet la semaine prochaine. Donc, on va voir, comme là, on essuie aussi les plâtres sur la de choses que l'on va avoir. Mais voilà, on a toujours cet objectif. On avait cet objectif d'avoir un premier retour à fin mars. Je pense que courant avril, on devrait normalement pouvoir être à même de commencer à diffuser sous une forme ou sous une autre un certain nombre de livrables sur ces alternatives. La question est posée de savoir aussi qui est en charge du contrôle de l'application de l'article 80 de la loi. Bonne question. Les contrôleurs du MTE. Alors, la loi, c'est là où effectivement on va peut-être pas parler en amont, mais sur la rédaction de la loi, et là où nous c'est un peu passé. C'est pas passé sous les radars parce que les fruits et légumes sont arrivés très tardivement, mais on n'est pas sur une loi qui est promulguée, qui est dans le ministère de l'Agriculture était à la baguette en termes de rédaction. Donc c'était le ministère de la Transition écologique, et c'est bien une loi qui dépend du ministère de la Transition écologique, donc qui est normalement contrôlée par les personnes en charge de ce type de contrôle. Ce sont les contrôleurs de la biodiversité. Ce sont les services de l'environnement, alors office biodiversité. La biodiversité, voilà. Alors, ce qui est un peu gênant parce que ce sont des personnes qui ne connaissent pas forcément le secteur. On dira pas que les agents de la DGCCRF sont toujours parfaitement compréhensibles. Enfin voilà, il y a en tout cas une connaissance un peu plus forte côté agence décentralisée niveau DGCCRF, mais là apparemment c'est plutôt côté ministère de l'Environnement, donc avec le secteur fruits et légumes qui est un peu plus lointain. Mais on n'a pas je reste assez prudent parce qu'on a apparemment il y aurait une coordination quand même entre les deux ministères, économie, environnement, et donc les agents de contrôle, et la répartition, on ne connaît pas précisément la répartition qui pourrait être émanée de ces deux ministères. Et sur l'article 80, la complexité étant de savoir à quel stade on contrôle, parce qu'effectivement, on a vu que si le produit était stické en dehors du territoire, il pouvait avoir un sticker tel qu'on les connaissait précédemment. Donc, comment un contrôleur, s'il contrôle au niveau du détail, va savoir où a été apposé le sticker, s'il a été apposé en France ou... On peut très bien imaginer que des productions de tomates à la frontière belge puissent passer la frontière pour se faire sticker et revenir en France avec des stickers. Voilà. Là-dessus, c'est extrêmement complexe sur la mise en œuvre. Peut-être pour rappeler sur ces stickers qu'il y a deux choses. Enfin, et plus globalement sur les SICO, on a parlé de la trajectoire 3R, donc on fait aussi partie en tant que référent de la filière fruits et légumes, des gens qui sont dans le groupe de concertation sur cette trajectoire 3R qui va définir des objectifs. On a parlé de 2025, mais par filière de produits. Donc, et non pas qu'en termes de suppression d'emballage, mais aussi en termes de réemploi, de déploiement du vrac, etc. Et nous, on a rappelé qu'on avait des vraies questions et des vraies complexités de traçabilité dès lors qu'on passait sur du vrac, notamment sur le respect de cahier des charges. Et que là-dessus, on a des travaux, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais on a des travaux qui sont en cours avec le CTFL, mais ce sont des choses qui sont extrêmement lourdes à mettre en place, qui nécessitent des moyens parce qu'on a besoin d'éprouver ces travaux avec la participation d'opérateurs sur le terrain, et qu'il faut qu'on soit accompagné aussi. Si on veut développer le vrac, il faut qu'on développe toute la traçabilité des produits en vrac, en dehors de tout ce qui est considérant de protection des produits, de fragilité des produits, etc. Donc, amener un produit label rouge en vrac du champ jusqu'au consommateur final, et tous les consommateurs, c'est-à-dire y compris la restauration à domicile, y compris, on en a parlé, les réseaux de vente
de vente Internet, le drive, etc. C'est pas juste de la gestion de produits, c'est aussi de la gestion d'informations. Et là-dessus, c'est complexe parce que, comme on l'a vu en amont, la filière elle est complexe, il y a beaucoup d'intervenants qui ne travaillent pas forcément avec les mêmes outils, et là-dessus, il faut aussi que collectivement, on puisse apporter des réponses. Donc justement, je rebondis sur votre propos, Olivier. Je sais qu'il y a des personnes de l'INAO qui sont présentes à cette réunion. Est-ce que sur justement cette évolution de la possibilité de vendre des produits sous SICO en vrac, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir, apporter des précisions? Je pense que c'est quand même une nouveauté importante qui s'offre aux produits sous SICO. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'INAO présent qui voudrait intervenir à ce sujet? Bah, moi, je peux intervenir si vous voulez. C'est un problème qui a été soulevé, je l'ai soulevé encore au dernier comité de l'INAO. L'INAO est un peu attentiste là-dessus, sur ce problème. Il faut savoir que sur du label rouge, sur de l'IGP, en fruits et légumes, la traçabilité est garantie jusqu'au consommateur. Et le consommateur, il amène dans son réfrigérateur ou dans sa corbeille de fruits, quoi. Ça veut dire qu'un fruit qui n'est plus stické, il n'y a plus de traçabilité. S'il n'y a plus de traçabilité, c'est la porte ouverte à la francisation dans les SICO. Monnaie courante aujourd'hui dans les produits standards, mais ça va arriver aussi dans les SICO. Donc, on a une vraie volonté au sein des professionnels qui siègent à l'INAO que tous les fruits restent stickés. Alors, on sait qu'il y a des filières, notamment le kiwi où j'appartiens, qui a de gros problèmes pour faire tenir ses sticks, puisque, bon, on l'a dit, il ne colle pas. En plus, le kiwi a un système pileux qui fait que c'est encore plus compliqué. Mais c'est là-dedans qu'il faut qu'on évolue parce qu'il faut absolument garder nos fruits stickés jusqu'au bout. D'ailleurs, on le voit en même temps avec la loi Egalim et la problématique des cantines scolaires qui ne veulent plus de traçabilité. S'il n'y a plus de traçabilité dans nos produits, à quoi ça va servir d'amener un produit SICO sur la table d'un écolier demain s'il ne sait pas si c'est d'un produit italien, grec ou français ou label rouge ou IGP ou bio? Pour que le bio, il est réglé par du bio qui arrive de l'extérieur parce que moins cher. Ça, c'est le contre-pied de la loi Egalim. Bon, on voit bien que tout ça, ça a été mis en place à une vitesse considérable où on n'a pas pris en compte la réalité du terrain et la réalité du marché. J'attire votre attention aussi, je le vois sur des révisions de cahier des charges aujourd'hui où il y a des filières qui disent, bon, ben, on va arrêter de sticker. Ben oui, mais si vous arrêtez de sticker, dans ce cas-là, vous n'avez plus votre traçabilité. Donc attention. Ensuite, on a des filières, c'est inscrit dans nos cahiers des charges. Le stickage du produit est inscrit dans nos cahiers des charges. Donc quand vous avez un produit qui est couplé label rouge et IGP, il faut savoir que la modification du cahier des charges, elle remonte à l'Europe. Donc ça va mettre un peu de temps. Donc dans des parcours que l'on veut le plus court possible pour faire adopter des choses. En même temps, on a une contrainte administrative qui va prendre 2 ans. Il faut quand même le savoir. Donc, aujourd'hui, c'est un gros souci. Bon, je sais que certaines filières sur de la boîte carton avec le produit qu'on ne voit pas, bon, ça leur pose problème. C'est peut-être, j'ai envie de dire, le problème le plus facilement contournable, mais attention sur le vrac. Et puis faire du vrac, ben, ça limite les références. Moi, je suis une ancienne de la grande distribution dans les années 80. La pomme de terre était en crise dans les années 80. Elle a sauvé sa filière par le nombre de références, en segmentant son marché. Et c'est comme ça que la filière s'est relevée. Mais la pomme, au même moment, a multiplié les variétés et on a élargi les rayons. Quand on élargit un rayon, on vend plus. Si on rétrécit un rayon, on vend moins. Parce que les gens achètent avec les yeux et non pas avec le cœur. Donc, tout ça fait qu'on peut refaire le monde comme on veut, mais on va buter systématiquement dans des choses. Attention de ne pas scier la branche que l'on vient de faire pousser. Ça fait 30 ans que l'on travaille sur les SICO et on pourrait aujourd'hui ouvrir les portes à une concurrence extérieure beaucoup moins chère, ayant beaucoup moins de contraintes. Et aujourd'hui, n'oublions pas que la situation du consommateur n'est pas très brillante et qu'ils vont regarder aussi le prix.
Donc voilà, on est dans cette situation et on voit bien que ça pose beaucoup de questions aux filières. Mais pour nous qui siégeons à l'INAO, il ne faut absolument pas que la traçabilité se perde en route. Autrement, on ouvre les portes à tout. Merci pour cette réponse, Monsieur Poit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, réagir à ce qui vient d'être dit ou sur d'autres sujets? On avait une question qui a été posée dans le fil de discussion de savoir si on pouvait avoir des dérogations pour des raisons techniques. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément facile. Monsieur Souris en a témoigné, hein, que ça a demandé de la recherche pour mettre au point cette barquette en carton et surtout cette étiquette qui ferme la barquette en papier pour que le produit reste visible et ne sorte pas des barquettes. Est-ce qu'on peut argumenter des problèmes techniques de mise au point pour prolonger un peu les délais par rapport à la loi, ou est-ce que les dates butoirs sont celles qu'on a évoquées? Non, On je va pense. être un peu abrupt, hein, mais je pense que malheureusement, non. On l'utilise comme argument encore, surtout pour l'article, enfin, surtout pour les deux articles, mais encore plus pour l'article 80. Parce que là, clairement, ce qu'on met en exergue, c'est que les solutions, je crois que ça a été dit à plusieurs reprises, il y a des solutions partielles qui existent hein, sur du sticker home compost. De là à ce que ça soit complètement au point, généralisable à tous les produits, avec les diversités des produits, hein, effectivement, un kiwi est différent l'épiderme d'un kiwi est différent de celui d'une pomme. Et puis, il faut finalement, pour que ça soit mis en œuvre, il faut un produit, enfin, il faut un sticker qui soit au point, il faut qu'il soit adapté au bon produit, il faut la machine qui va avec. Donc, c'est cet ensemble de trois conjonctions, avec les coûts qu'il y a derrière, qui fait la difficulté. Donc, on le met régulièrement en avant, le fait qu'on a des impasses techniques très marquées sur les stickers. Sur les emballages, elles sont, alors on pourra toujours nous dire, c'est vrai qu'on toujours rétorqué, mais les barquettes bois, carton, ça existe. Oui, mais adapté à chaque produit avec les critères de la loi qui, on le rappelle, on l'a toujours remis en cause aussi, sont très restrictifs. C'est-à-dire qu'on aurait une tolérance sur le pourcentage de plastique dans un emballage. On aurait pu imaginer une barquette carton pelliculée ou qui pourrait rester de manière transitoire. Or là, la demande, c'est zéro plastique. Donc ça laisse de côté un certain nombre d'alternatives qui pouvaient exister actuellement. Donc on le met en exergue régulièrement, mais il n'y a pas dans la loi, ni dans les décrets, ni dans les textes, de critères d'impasse technique qui permettraient de déroger au-delà des dates en vigueur. Ni dans les échanges qu'on peut avoir d'ailleurs. On n'a pas senti de point d'inflexion sur ce point-là. Ce qui a été défini, c'est effectivement dans le même ordre d'idée, on demande quelles seraient les sanctions pour non-respect de la loi, son article 80. Ouais, alors, je ne veux pas dire de bêtises, donc j'ai sollicité notre responsable juridique là-dessus, mais je ne suis pas sûr d'avoir une réponse, sinon on le transmettra en réponse avec le support, si vous voulez bien, Madame Bonnet. Pas de souci, oui, bien sûr. Oui, parce que le support sera disponible sur les sites des intervenants et le site de l'ANA, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages? On arrive à midi. Est-ce que vous avez eu un tour complet par rapport aux questions que vous pouviez avoir? Quelqu'un veut-il prendre la parole? Je vais peut-être juste revenir sur la question de M. Elmendibéru, hein, sur l'arbitrage du mélange avec ses clients qui, a priori, ont l'air de dire qu'on peut garder du plastique. Là-dessus, la FAQ, elle est claire. La présentation des mélanges avec du plastique est concernée par la mesure dès qu'il y a un fruit ou un légume qui est concerné. Voilà. Et il n'y a pas d'exemption temporaire pour ces mélanges. Donc, c'est 1er janvier 2022, à partir du moment où il y a un produit concerné. Très bien, merci pour cette précision. Oui, je voudrais préciser aussi que dans les filières SICO aujourd'hui, il y a des toutes petites filières. Et notamment avec des emballages qui ne sont pas faits par des coopératives ou des grands groupes, mais par des maraîchers. Et aujourd'hui, comment ces maraîchers vont arriver à suivre la loi sur des filières qui sont
qui sont minimes, quoi. Je pense au piment doux, par exemple, au piment doux label rouge. Hein. Comment ils vont faire, quoi? Ils seront peut-être 20 maraîchers qui emballent chacun leurs produits. Donc, s'il n'y a pas un moment un peu de complaisance de l'État devant ces problématiques-là, attention, on va encore une fois scier une branche. Voilà. Il faut en être conscient. Hein. Les coûts, M. Souris l'a dit, pour la pomme, c'est les mêmes qu'un kiwi. Hein. Les machines, c'est les mêmes coûts. Un maraîcher, il peut pas s'enquiller un coût comme ça, quoi. Hein. Voilà. Donc il faut que l'on soit très clair, quoi. Oui, on avait été sensibilisé sur ce produit, on va le faire remonter. Et en espérant, alors voilà, encore une fois, c'est compliqué d'avoir le décret étant publié, de rajouter même des produits. Mais en tout cas, la sensibilisation sur ces impasses, on va le faire. On a eu un sujet qui a abouti, qui a bougé in extremis il y a quelques semaines. Grâce à une forte pression, malheureusement, on a du mal à récidiver sur d'autres produits ou d'autres matériaux. C'était le cas des élastiques. Comme ça a été dit par Olivier, les élastiques en caoutchouc sont du plastique, donc étaient interdits. Donc toutes les bottes de radis, c'était fini. Et donc on a mis une pression collective assez forte. Et on a eu l'heureuse bonne nouvelle d'avoir le ministre de l'Agriculture qui a annoncé Congrès de légumes de France que ça sortait du champ. Arbitrage, voilà. Donc on a réussi in extremis à faire sortir. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule impasse. Donc même si on a obtenu gain de cause là-dessus, on a bien conscience qu'il y a d'autres points encore de difficulté qu'on s'engage à faire remonter au fil de l'eau, mais je ne peux pas garantir que ça apportera ses fruits. Oui, parce que quand on raisonne emballage, on a tendance à raisonner contenant, mais effectivement, les plastiques pour les bottes de radis, et je suppose que c'est la même chose pour les films papier à bulles qui a des fois au fond des barquettes de fraises ou les alvéoles en plastique pour liter les plateaux de pêche. Tout ça fait partie de l'emballage à proprement parler et donc concerné par la suppression du plastique. C'est ce que M. Souris expliquait, c'est que non seulement ils ont travaillé la cagette pour passer à du carton, mais aussi ils ont travaillé sur une étiquette en papier. Alors oui et non. Hein. L'article 77, il cible bien l'emballage que le consommateur va ramener chez lui. Donc, pas les caisses intermédiaires. Tous les plastiques que vous pourriez avoir, les alvéoles que vous pouvez avoir sur des plateaux de vrac, elles ne sont pas concernées par l'article 77. Par contre, ils seront concernés par la trajectoire 3R, c'est-à-dire que demain, la trajectoire 3R concerne les emballages consommateurs, mais également tous les emballages de commerce et de publicité, les emballages logistiques en fait, y compris les caisses plastiques que vous pouvez éventuellement avoir. Donc ça, c'est plus la trajectoire 3R, c'est plus de 2025-2040, mais c'est pour ça qu'on vous l'a rappelé qu'il ne faut pas le perdre de vue, et parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur ces deux articles 77-80 jusqu'à présent. Très bien, la précision méritait effectivement d'être apportée. Écoutez, si plus personne ne veut prendre la parole ou témoigner, au nom de l'ANA, de l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine, je vais vous remercier à tous pour votre participation. Je vais bien évidemment appuyer mes remerciements pour les intervenants, Olivier Decarné et Olivier Heisseiger pour Interfel. Je vais regretter la participation de Valérie Mérandé pour le CTIFL et je remercie également Monsieur Jean-Luc Souris, directeur de l'IMDOR, qui nous a fait part de son témoignage concernant les emballages de pommes du Limousin AOP. Merci à tous. Vous retrouverez donc ce diaporama et l'enregistrement de ce webinaire sur le site internet de l'ANA et d'Interfel. Merci de votre participation. Nous restons à votre écoute pour d'éventuelles questions que vous pouvez nous faire remonter. Et si la réponse n'a pas été donnée aujourd'hui, on fera en sorte de pouvoir vous l'apporter. Merci à vous. Merci de votre participation. Et à bientôt. Au revoir. Merci.